Cela se passait il y a très longtemps. Depuis quelques décennies, près d'un rapide cours d'eau, non loin de la lisière de la forêt, s'était établi un groupe d'humains, les Karani. Là, ils s'étaient arrêtés et restés en ce lieu, profitant enfin des ressources de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Venant de l'est, traversant les vallées arides desséchées après le grand réchauffement, ils avaient perdu nombre des leurs avant de trouver ce havre de paix. Cependant, trouvant en ce lieu tout ce dont ils avaient besoin, ils avaient oublié les rituels à leur dieu, Gui, leur protecteur, qui les avait guidés jusqu'ici. De plus, ils se multiplièrent d'une manière anarchique, en oubliant l'initiation des jeunes, à tel point que le dieu en prit ombrage. Afin qu'ils explient, Gui leur prépara un châtiment. Il créa, de l'autre côté du torrent tumultueux qui jouxtait leur village, une forêt attirante de somptueux arbres qui regorgeaient de fleurs et de fruits aux odeurs envoûtantes, qui alléchèrent ce petit peuple. Il provoqua alors une tempête qui fit tomber judicieusement un des grands arbres en travers du cours d'eau. Quand la tourmente se fut calmée, les humains sans méfiance, voyant l'aubaine, se précipitèrent alors pour franchir le torrent afin d'accéder à cet endroit idyllique. Mais ce dieu était malin. Le tronc de l'arbre était vermoulu, et quand les villageois furent tous sur le tronc, celui-ci craqua. Ils furent livrés aux eaux violentes du torrent. Enfin tous sauf un, Topiwa, dit l'orphelin boiteux. Toujours un peu laissé de côté, marchant plus lentement que tous les autres, il n'était pas encore sur le tronc lorsque celui-ci se rompit. Il vit la catastrophe. Topiwa était brave, et par son isolement versé dans les pratiques magiques. Voyant ses frères et ses sœurs disparaître dans les flots, il retourna le plus vite qu'il put au village, se saisit de son tambour sacré et entama la longue litanie des incantations de vie. C'est ainsi qu'il fit revenir à la vie ses compagnons, les faisant sortir un par un des flots par ses battements de tambour et ses chants. Cela dura avec la lenteur de la fin gluante d'un cauchemar. Hébétés, les hommes émergeaient les uns après les autres des eaux bouillonnantes, se regroupant autour de Topiwa, le touchant timidement, comme s'il avait maintenant quelque chose de divin. Quand ils furent tous revenus, au centre du groupe, Topiwa semblait avoir changé. Il semblait irradier la sagesse, le savoir. Lui qui se tissait toujours, il prit naturellement la parole et dit « Gui, le protecteur, vient de punir notre manque de reconnaissance, mais dans sa bonté, il m'a laissé vous sauver. Aussi, en mémoire de ce jour, et à jamais pour toutes les générations à venir, ceux qui ont été noyés par les tourbillons, qui ont les cheveux frisés, seront appelés les Atipagés, et ceux qui ont disparu dans les eaux profondes et qui portent les cheveux longs et lisses seront nommés Balipagés. Nous honorerons non seulement ce jour à chaque cycle des saisons, mais aussi chaque nouvelle lune. Le rite de Gui d'initiation des jeunes sera perpétué. Sa parole fut écoutée. Aujourd'hui encore, ce sont les noms des 2 clans de notre tribu. Alors, si je schématise ce que je viens de raconter d'un point de vue des humains, eh bien, on va avoir une population, un petit peuple, si vous voulez. On peut appeler ça une tribu, voilà. Dans le mythe, c'est une tribu, qui, pour un événement XY, alors mythique, ou éventuellement autre chose, mais enfin, un événement produit
une modification de la structure globale du groupe en deux parties, hein, un groupe A et un groupe B. Et alors vous allez me dire à quoi ça peut servir que le mythe ait séparé, par exemple, ce qu'on a vu dans notre petite histoire. C'est ici qu'intervient un caractère propre à nous les humains. Une interdiction dont Lévi-Strauss disait qu'elle séparait nature et culture. C'est ce qu'on appelle la prohibition de l'inceste. Ce que ça signifie, ça signifie simplement qu'une femme ne peut se marier avec son père ou avec son frère. Et réciproquement, pour un homme, ni avec sa sœur, ni avec sa mère. Alors voilà ce qu'on appelle la prohibition de l'inceste. Et c'est ça qui vraiment va jouer, et ce pourquoi, si j'ose dire, notre intellect a inventé ce mythe pour cette séparation en deux, et donc pour pouvoir échanger des femmes entre deux groupes, c'est-à-dire que un groupe va donner sa sœur, entre guillemets, et un autre groupe donnera sa propre sœur à l'autre. D'accord ? C'est comme ça, un petit peu, qu'il faut comprendre cette séparation en deux groupes. Qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, ce qui se passe après, c'est que ça donne naissance à des échanges. Alors, ces échanges, vous me direz, ça sert à quoi ? Bon, dans le mythe, on sépare deux clans, mais ça peut être des tribus qui sont séparées, et ainsi de suite, et qui, par des notions de voisinage, ont besoin de se rassembler. Hein. On peut, si on se place vraiment dans le passé très ancien, par exemple à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il y avait des petits groupes qui étaient nés comme ça, et le problème, c'était d'arriver à créer des liens pour des situations qui nécessitaient un nombre de personnes plus important. Par exemple, pour la chasse, un nombre d'hommes plus important. Donc, le besoin de créer des alliances en fonction de situations. Alors, qu'est-ce que c'est une alliance ? C'est très simple. On va prendre, par exemple, cet homme bleu ici, à tête rouge. Hein. On va lui associer une femme, hein, de l'autre côté, qui va être une femme verte, à tête rouge. Hein, j'ai choisi celle-là parce que bon. Donc, elle va venir, alors en supposant que on est dans une situation, ce qu'on appelle virilocale, où la femme vient habiter avec l'homme, elle va se placer à côté de l'homme, former un couple, et elle va venir prendre les habitudes et les rituels, si vous voulez, enfin, j'appelle ça rituel, entre guillemets, du groupe bleu. Mais le groupe bleu ayant, si j'ose dire, acquis une nouvelle femme, il est redevable vis-à-vis du groupe vert d'une femme. Hein, entre guillemets, si on prend la théorie d'échange équilibré. Eh bien, à ce moment-là, il va se passer le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'un homme à tête jaune, ici, va prendre pour femme, ou pour épouse, une femme à tête bleue, enfin à tête jaune, mais qui est bleue, pour venir vivre avec lui chez les Verts et prendre toutes les habitudes des Verts. Ça, c'est ce qu'on appelle un échange. Alors, Claude Lévi-Strauss appelle ça un échange restreint parce que un élément du groupe A, si on appelle les Verts le groupe A et B, on formalise, eh bien, on va avoir ce phénomène-là, c'est-à-dire un élément du groupe A prend une femme du groupe B et réciproquement, une femme du groupe B va venir dans le groupe A. D'accord ? Donc ça, c'est la notion d'échange restreint.
Alors, on vient de voir donc cet échange restreint entre les deux groupes. On peut voir ça aussi sous un autre aspect qui est essentiel aussi, c'est que, étant donné qu'il y a un groupe, par exemple le groupe bleu ici par l'intermédiaire de cet homme-là, a pris une femme dans le groupe vert en face, et le groupe vert a pris une femme bleue. Il y a ce qu'on appelle, pour les femmes et pour les hommes, lors du mariage, on va chercher les femmes à l'extérieur. Donc, on se marie avec des gens de l'extérieur. Ça s'appelle l'exogamie. Donc, il faut voir aussi que l'échange restreint a l'aspect exogamique, c'est-à-dire qu'il est créé à partir de deux groupes différents, mais on va aller chercher des gens de l'extérieur pour le mariage. Évidemment, nous, on va en fournir en contrepartie de l'autre côté. Mais il y a cet aspect exogamique qu'il ne faut pas oublier. Donc, là, j'ai restreint un petit peu les deux groupes pour voir la suite. Donc, on va se placer dans la perspective de ce que je viens de dire sur l'échange restreint, et on va voir les conséquences un petit peu plus lointaines dans le fait qu'il y ait échange restreint. Alors, on va voir apparaître, vous voyez, j'ai fait des petits symboles ici au-dessus des couples, c'est-à-dire qu'ici, vous avez une espèce de symbole infini, là, une espèce de 8 à l'envers. Et vous avez ici des couples dont le mari est bleu et dont l'épouse est verte, mais qui viennent habiter chez les bleus. Donc, il va y avoir cette population-là qui va mélanger donc les individus seuls et les individus seuls et pas encore mariés, hein, c'est-à-dire peut-être ça peut être les enfants des époux, justement c'est ce qui va nous intéresser dans l'après, et voilà, on a ça d'un côté. Et parce qu'on est en virie locale, hein, je vous rappelle, les gens viennent, les couples viennent habiter chez la couleur de l'homme. Alors, bien sûr, on a l'aspect symétrique de l'autre côté, c'est-à-dire bon, je vais le remettre quand même en route, et je vais faire l'aspect symétrique de l'autre côté. Je vais avoir les hommes verts hein, qui ont acquis des femmes bleues qui viennent dans le groupe vert. D'accord ? Et donc, je vais avoir des populations qui, de plus en plus, font appel à des couples et donc à des enfants aussi. Alors, tout ça va faire qu'il va y avoir une espèce d'amalgame qui va peut-être pas pouvoir être aussi simple qu'on l'a dit au début dans l'échange des deux côtés. D'accord ? Donc, on va voir maintenant comment tout ça se prolonge, c'est-à-dire l'échange restreint, bon, ok, d'accord, on a vu, un homme d'un côté prend une femme de l'autre côté, et ainsi de suite, mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour les enfants, d'accord ? Donc ça va être quelque chose qu'on va analyser maintenant. Alors avant, on va formaliser un petit peu, et puis on va passer à la suite. Formalisons justement les choses dont nous venons de parler et ajoutons un petit peu quelques éléments. Alors, quel élément on va donner en plus? Alors, d'abord, quel est ce symbolisme-là? Donc, je vous rappelle, on avait deux moitiés, hein, ce qu'on avait les verts et les bleus d'un côté et les verts de l'autre, donc on va appeler ça la moitié 1 et la moitié 2. Donc, qui va être formalisé par la lettre A et la lettre B, et entre les deux, il va y avoir ce symbole-là qui formalise, lui, le mariage, d'accord ? Donc, on va supposer que ça symbolise le fait qu'un homme A, hein, c'est un petit peu le rôle des petites silhouettes que j'ai mis, un homme A se marie avec une femme B, d'accord ? Et puis réciproquement, hein, si je déplace ici, je mets une femme là et puis un homme là, d'accord ? Un homme B se marie avec une femme A. Hein. Bon,
a bien compris l'histoire. Alors maintenant, passons à la suite, parce qu'il y a un problème de petits enfants, hein, eux là, que j'ai marqués ici, qui sont issus donc de ce mariage. Ces petits enfants, il faut leur attribuer, comme ils appartiennent à la société qu'on appelle dualiste, hein, ça a été le titre, et on ajoute ici qu'elle est matrilinéaire, on va voir pourquoi. Ces petits enfants, il faut leur attribuer une appartenance à une moitié. Comment ça marche? Eh bien, ça marche de la manière suivante, qui est très simple. Étant donné qu'on a choisi un exemple matrilinéaire, matri à mère, hein, eh bien, l'enfant va appartenir à la moitié de la mère. D'accord? Donc, je vais mettre le petit enfant ici, dans cet exemple où l'homme est B et la femme est A. Donc, le petit sera A aussi. Maintenant, si je change, je vais remettre le petit au milieu pour voir où il est. Je prends maintenant l'homme ici et la femme ici, c'est-à-dire l'homme est A et la femme est B. D'accord? Le petit enfant, lui, va se retrouver, matrilinéaire, donc, dans la section de sa mère. D'accord? Alors, c'est symbolisé comment? Je vais décrire un petit peu ces flèches ici. Eh bien, ça signifie qu'ici, quand la femme est B, eh bien, l'enfant est B aussi. Où est-ce qu'on lit ça? Eh bien, ici, vous voyez que vous avez un triangle et un rond. Alors, le rond, habituellement, désigne les femmes, et les triangles désignent les hommes. Hein. C'est une approche symbolique. Eh bien, si j'ai un homme à gauche et une femme à droite, c'est-à-dire un homme ici, une femme à droite, c'est le cas qui est sur la figure, eh bien, je vais récupérer un enfant, donc ça c'est le sens de la production de l'enfant, va être B, d'accord? Si maintenant j'ai le sens contraire, c'est-à-dire je reprends l'exemple, je mets ici la femme et ici l'homme, eh bien l'enfant, lui, va être, d'après ce qu'on a dit, du côté de la mère, et c'est symbolisé par cette flèche ici qui je reviens là, mais avec un homme à droite, cette fois, et une femme à gauche. Donc, vous voyez, ce symbolisme-là, si ces petites personnes ne sont plus, ces petites silhouettes ne sont pas présentes, eh bien, vous les reconnaissez en remplaçant l'homme par un triangle et la femme par un rond. Et vous lisez la flèche comme l'appartenance du petit, c'est-à-dire de l'héritier, si j'ose dire, de la continuation de l'arbre généalogique du couple AB. Hein. Pour continuer dans la même lignée, si j'ose dire, nous allons reprendre donc le schéma que je vous ai décrit précédemment, c'est-à-dire ici j'ai pris un cas particulier où j'ai un homme A qui se marie donc avec une femme B et les enfants sont B, d'accord? Alors, vous voyez, ça se symbolise de la manière suivante. Vous retrouvez les symbolismes triangle pour l'homme, rond pour la femme. Maintenant, on va décrire le reste. Donc, vous avez votre couple qui est là. Bien sûr, on va s'intéresser au système dualiste. Alors, qu'est-ce qui est dit ici? Eh bien, ce qui est dit, c'est ce qu'on appelle un arbre biologique. C'est-à-dire, on l'a dit, vous voyez, ici, vous avez un cheminement qui relie ce cercle-là, donc cette femme-là, avec cette femme-là. Eh bien, ça veut dire qu'elles sont toutes les deux des sœurs. Hein? C'est-à-dire qu'ici, vous avez un crochet qui allie cette personne-là, qui est une femme, avec cette personne. Puis vous avez le crochet qui se prolonge et qui va sur un triangle cette fois. Eh bien, vous avez ce qu'on appelle donc la fratrie, c'est ce qu'on appelle les collatéraux, hein, ici. C'est-à-dire, si je suis la branche, j'ai les collatéraux. Ici, le collatéraux femme, la sœur, et ici, le collatéraux homme, qui est le frère. Donc ici, j'ai un homme et une femme qui sont respectivement la sœur et le frère. Voilà.
autre chose maintenant. Je ne vais pas tout de suite décrire ce qu'il y a en dessous. Je vais continuer ici, dans la parenté. Donc, j'ai l'homme qui s'est marié avec la femme B, qui ont eu des enfants. C'est ce que signifie cette arborescence ici. C'est-à-dire qu'on est dans la filiation. Hein. Donc là, ici, vous avez les collatéraux. Ici, vous êtes dans la filiation. Alors, la filiation dit que ce couple a eu 2 enfants, une fille et un garçon, et le garçon, je l'ai mis en rouge. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il va représenter ce qu'on appelle ego. C'est-à-dire que tout ce qui va être dit dans la suite va être dit en fonction de son regard à lui sur cette arborescence. C'est comme si moi, je me plaçais là et que je regardais autour de moi. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je me place là et que je regarde, ici c'est ma sœur. En français, hein, bien sûr. Si je suis en anglais, c'est sister. C'est pas grave. Pour l'instant, on va rester en français, ça va être plus simple. Donc, j'ai ma sœur. Ici, au-dessus, c'est mes parents, respectivement mon père, qui est un homme du groupe A, et ma mère, qui est du groupe B. Après, ma mère a une sœur qui s'est mariée avec un homme. D'accord? Alors, que représente cette sœur par rapport à moi? Eh bien, elle représente en français ce qu'on appelle ça ma tante. D'accord? Et lui représente ce qu'on appelle le mari de ma tante, c'est-à-dire l'oncle, mais par alliance du côté maternel. D'accord? Parce que là, ça passe du côté maternel, parce qu'il pourrait y avoir la même chose du côté de mon père. Mais là, ça se passe du côté de ma mère. Et même chose de l'autre côté, j'ai ici cet homme-là, qui est le frère de ma mère. C'est donc un oncle maternel, qui a une femme, qui s'est mariée avec une femme, qui est une tante maternelle par alliance. D'accord? Donc, vu de ego, elle, c'est ma tante, lui, c'est mon oncle par alliance, et lui, c'est mon oncle direct, et lui, elle, c'est ma tante par alliance. D'accord? Bien sûr, du côté maternel. Tout ça. Et eux, en dessous, c'est les enfants de la tante et de l'oncle. Alors, à ce moment-là, ça s'appelle des cousins. Mais ces cousins, ils sont particuliers. Ici, vous avez un passage, si vous voulez, il n'y a pas rupture de sexe, c'est-à-dire on passe de la mère à sa sœur. Donc ça, ce sera ce qu'on appelle les cousins parallèles. Par contre, quand on passera ici, de ce côté-là, on aura les cousins, mais avec un changement de sexe, c'est ce qu'on appelle les cousins croisés. Alors, vous me direz, quel intérêt? Généralement, dans les systèmes dualistes, on va créer des mariages avec les gens qui correspondent respectivement à ce que le système dualiste demande par rapport aux classes. Alors on va commencer par marquer déjà la classe d'ego. On voit que, c'est ce que j'avais montré dans ce schéma-là, comme la mère est B, le petit est B. Bien sûr, la fille est aussi B. Alors maintenant, passons de l'autre côté. Bon, le frère et la sœur, mother, brother, pardon, je parle en anglais parce que c'est le symbolisme ici. Vous voyez, vous avez le frère et la sœur ici, qui sont B, bien sûr. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les conjoints? Eh bien, la femme de l'oncle par alliance, de l'oncle maternel, pardon, c'est A, d'accord? Et le mari, voilà, le mari ici, de la tante, c'est un A aussi. Alors, ça veut dire que les enfants, c'est-à-dire les cousins, vont avoir des désignations faciles. Ici, on va avoir A parce que les enfants sont A, je vous rappelle. Quand la mère est A, la mère est là, et
marié là, eh bien, les enfants sont matrilinéaires, c'est-à-dire A. Donc, le fils est bien A. Ici, au contraire, je vais avoir B, d'accord? Et puis si je regarde maintenant les autres, eh bien, ils vont être ici B aussi, et enfin, ici, je vais avoir A. Alors maintenant, si je me replace du point de vue d'Ego, eh bien, dans ces parentés-là, dans ces tribus-là, on travaille par mariage avec les cousins. Mais il y a des cousins qui sont interdits et il y a des cousins qui sont autorisés. Comment savoir? Eh bien, vous voyez que ici, Ego et B, il ne peut pas se marier avec ce qu'on a appelé les cousins parallèles. Hein, je vous rappelle parallèles parce que ça passe par le même sexe. Donc il ne peut pas se marier avec ceux-là. Mais il va pouvoir se marier avec le cousin, la cousine croisée. C'est-à-dire qu'on va avoir un mariage autorisé ici, mais un mariage interdit sur le parallèle, d'accord? Donc la potentialité de mariage avec les cousins ne peut s'effectuer que sur les croisés. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc le passage de l'échange restreint, enfin on est dans l'échange restreint, mais avec cette fois à l'intérieur d'une même famille, c'est-à-dire l'échange des cousins croisés. Alors ça, c'est assez important à connaître parce que ça fait appel à la notion de ce qu'on appelle la prohibition de l'inceste, c'est-à-dire que si le groupe fonctionne, c'est parce que justement le mariage est interdit avec, bon, par exemple, si je prends Ego qui est un homme, il ne peut pas se marier avec sa sœur ni avec sa mère, d'accord? Et réciproquement, si sa sœur ne peut pas se marier ni avec son père ni avec son frère. Donc ça s'appelle la prohibition de l'inceste. Mais par prolongation, souvent les cousins parallèles sont considérés comme des frères et sœurs pour Ego, d'accord? Donc ceux-là sont considérés comme des frères et sœurs, donc Ego ne pourra pas se marier avec des cousins parallèles. Par contre, les cousins croisés sont considérés comme des gens extérieurs, et donc on peut avoir un mariage avec des cousins croisés, ce n'est pas interdit. Alors, si je généralise, n'ayons pas peur du tableau qui est encore présenté, le raisonnement précédent, cette fois au côté maternel et au côté paternel, pour essayer de globaliser les choses par rapport à ma famille initiale. Je vais avoir, comme on l'a vu précédemment, donc ici, en partant de B, c'est-à-dire de la mère, j'avais la sœur et le frère, et bien maintenant, si je pars de A, j'ai effectivement le frère de A, de mon père, et la sœur de mon père, qui vont donner naissance à des cousins croisés et des cousins parallèles. D'accord? Avec le même raisonnement précédemment, ici par exemple, ici je passe par le même sexe, c'est-à-dire homme-homme, et j'obtiens les cousins parallèles. Ici, homme-femme, j'obtiens les cousins croisés, et vous voyez qu'ils appartiennent à des sections, bien sûr, qui s'opposent, par exemple pour les cousins parallèles, au mariage de Ego, qui est toujours ici. D'accord? Donc, on a ce qu'on appelle ici une zone très importante parce qu'on a la séparation, on retrouve cette idée de séparation en deux moitiés, A et B, à l'intérieur de, si j'ose dire, des collatéraux, c'est-à-dire des alliances et ainsi de suite. Eh bien, ici, vous voyez que j'ai, par rapport à Ego, bien sûr, j'ai la même
le même groupe, c'est-à-dire les cousins parallèles, qui sont considérés comme des frères et sœurs, on dit classificatoires parce qu'ils appartiennent à la même classe. Il y a des vrais, hein, B, ici, la femme qui est ici, bah, c'est sa sœur réelle. Par contre, ceux-là, c'est des gens qui sont considérés comme ses frères et ses sœurs, et il les appelle d'ailleurs ses frères et ses sœurs dans son langage à lui. Par contre, il y a l'autre partie qui est les cousins croisés, c'est-à-dire les épousables, si j'ose dire, c'est-à-dire qui forment l'autre moitié. Donc on retrouve cette dichotomie de moitié entre les cousins parallèles et les cousins croisés à l'intérieur de l'arborescence de la terminologie. On revient toujours à notre idée donc des deux... Du peuple initial qui a été séparé en deux, hein, les verts d'un côté et les bleus de l'autre. Alors je vous rappelle l'idée, hein, on avait donc un homme vert qui se marie avec une femme bleue et un homme bleu qui se marie avec une femme verte. J'ai mis les témoins potentiels de mariage avec une petite flèche. Maintenant, on va rajouter un autre critère. On va supposer que ces groupes sont répartis sur deux villages. D'une part, un village des maisons carrées, d'accord, hein, que je symbolise par cette petite maison filière. Vous avez donc une partie de la population verte qui est dans une maison carrée, une partie de la population bleue qui est dans une maison carrée aussi. Et puis, l'autre partie va aller dans des maisons rondes, dans le village des maisons rondes. Donc on va avoir une répartition du petit peuple en 4 zones. Surtout, d'abord, les deux moitiés vont être séparées en deux. Hein, les moitiés vertes et les moitiés bleues vont être séparées en deux. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des mariages? On va supposer que la règle se complexifie un peu. On va reprendre nos témoins ici. Hein, je vais prendre par exemple un vert. Je vais supposer qu'il va se marier avec une femme bleue. Hein, par exemple, j'ai pris l'épouse potentielle ici. La femme bleue, qui doit être choisie dans non seulement donc la couleur opposée, puisque c'est une femme bleue, mais aussi dans l'habitation, dans le village des maisons rondes. Hein. Donc lui, vert, maison carrée, choisit une femme bleue dans les maisons rondes. Donc j'ai perdu mon épouse, voilà, et je la déplace ici, et je la ramène près de l'homme pointé. D'accord? Donc on a un premier couple qui s'est formé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Je vais prendre par exemple ici un témoin que j'ai marqué, qui est un homme bleu d'une maison ronde. Lui, il va recevoir, puisque il y a toujours cette notion d'échange, il va recevoir une femme, mais qui va être verte, bien sûr, mais qui va être choisie dans les maisons carrées, toujours opposition entre les villes, hein, les petits villages. Donc, ici, la femme verte va venir se marier, enfin, rejoindre plus exactement, l'homme bleu, d'accord? Donc, vous avez bien le passage de deux oppositions, si j'ose dire. Vous avez une opposition de couleur, hein, c'est-à-dire un conjoint choisi dans la couleur opposée, et en plus, il choisit dans le village opposé, c'est-à-dire les carrés dans les maisons rondes et les rondes dans les maisons carrées. Voilà. Alors, on va essayer de formaliser. Alors, il ne faut pas avoir peur de ce schéma au début. On va essayer de décrypter les choses calmement. Alors, bon, les silhouettes, vous oubliez pour l'instant. Hein, les petites silhouettes, là, les 3 silhouettes d'humains, ça ne sert à rien pour l'instant. Par contre, on va essayer de voir ce que signifient les grands symboles ici, c'est-à-dire le cercle vert, ça va être ce qui désigne en gros la population verte. Ici, le cercle bleu, c'est ce qui désigne la population bleue.
À l'intérieur, vous allez avoir la zone des villages, enfin les maisons carrées, le village des maisons carrées. Donc on va avoir ici les verts carrés, d'accord? Ici, on va avoir les maisons rondes, qui est symbolisé par ce cercle, enfin cet ovale. Donc on va avoir les verts ronds, et même chose de l'autre côté pour les bleus ronds et les bleus carrés. Alors vous retrouvez votre symbole égal, d'accord? Alors on va voir ce que signifient les flèches par rapport à la filiation. Alors on va prendre un exemple, on va prendre donc un monsieur qui est un vert de la région carrée, de la maison carrée, qui doit se marier, d'après ce qu'on a vu, hein, d'après ce qui est noté d'ailleurs, ça doit se marier avec une femme bleue ronde. D'accord? Alors maintenant, l'enfant. Alors, je vous rappelle l'idée. L'enfant, il suit la mère pour la couleur, d'accord? Et la forme pour le père. D'accord? Donc, a priori, sa mère est bleue, donc il doit être dans la zone bleue. Voilà, il doit être dans cette zone-là. Et puis, il doit être dans les maisons du type père, donc carré. Et voilà. Donc, il se retrouve ici. Donc, vous avez ceci. Alors maintenant, comment c'est indiqué sur le schéma? Eh bien, déjà, vous avez ce symbole, ce sont les flèches qui indiquent la filiation. Alors maintenant, vous lisez ici le triangle qui correspond aux hommes à gauche et aux femmes à droite. Ici, vous avez les hommes à droite et les femmes à gauche. Donc, ici, je reprends donc un homme à droite, une femme à gauche, c'est bien le cas ici. Et vous lisez donc la flèche vers le bas, puisque la filiation se fait dans le sens de la flèche. D'accord? Maintenant, on va reprendre un autre exemple. Je vais remettre le petit enfant à l'extérieur. Voilà. Je vais prendre, par exemple, par exemple, ici, une femme ronde, et un verte, et un homme. La seule possibilité, ça pourrait être un homme bleu carré. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour l'enfant? Eh bien, l'enfant va prendre la couleur du père, de la mère, j'en veux, va donc être vert, d'accord? Et il va être de la forme de maison du père, donc vert carré. Voilà. Et vous lisez bien ici, homme, femme, dans le sens. Donc ces indicateurs-là, c'est pour le sens de lecture, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Pour les flèches, j'entends. Dernier point, on va éliminer un peu les silhouettes de notre schématisation pour pas troubler la formalisation, d'accord? On va garder donc uniquement ça. On va rajouter simplement, vous allez voir, des symboles pour caractériser les différents sous-sections des moitiés, par exemple. Donc, on n'a plus besoin, si j'ose dire, des représentations, comment on pourrait dire, moitié vert. Déjà, on peut retirer les moitiés verts. On sait que c'est forcément des A, si j'ose dire, ça correspond à la lettre A. Donc, moitié vert disparaît. Moitié bleu disparaît, d'accord? Les carrés et les ronds, on va les faire disparaître aussi, parce qu'ils ne servent plus à rien, parce que A1, c'est forcément un carré. L'autre, c'est un carré aussi ici, et donc ici, et voilà. Et donc vous avez la formalisation complète d'un système à deux moitiés, donc ça signifie qu'ici vous avez une première moitié et une deuxième moitié, avec des sous-sections. D'accord? Et les mariages et les filiations correspondantes avec le sens de lecture de la filiation. Alors, on va commencer par le système Carrera à deux moitiés déjà. Donc vous voyez, c'est-à-dire que
le groupe social est séparé déjà en deux moitiés, hein. Il y a une moitié 1 et une moitié 2, mais ensuite chaque groupe a été séparé en deux parties, c'est ce qu'on appelle des sections, d'accord? Donc chaque moitié est séparée en deux sections, par exemple la moitié 1 en A et C, et la moitié 2 en B et D. Les groupes, alors il y a un symbolisme qu'il faut connaître. Déjà, on va s'occuper de ce symbolisme égal, on verra les flèches après. Alors, ça veut dire qu'ici, on fait ce qu'on appelle l'échange restreint. C'est-à-dire que tout homme qui se marie doit se marier avec une femme B, d'accord? Et tout homme B doit se marier avec une femme A, d'accord? Et c'est le déterministe au point de vue, c'est un choix positif. Ensuite, ici, vous avez la section C et la section D qui s'échangent aussi au niveau des mariages, c'est-à-dire un homme C épouse une femme D et un homme D épouse une femme C. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est ce symbolisme des flèches qui indique au fond comment les enfants appartiennent à quoi, d'accord? Alors, le fait d'avoir écrit ça, ça veut dire qu'on lit ici les mariages dans le sens homme-femme. Hein. Triangle, c'est homme, et rond, c'est femme. D'accord? Donc ici, par exemple, je vais lire le mariage de A et de B comme ici un homme avec une femme. Et ça voudra dire que les enfants sont, je suis la flèche, dans la section D. D'accord? Si ici maintenant je lis toujours avec homme-femme, hein, un homme C se marie avec une femme D, à ce moment-là, ses enfants seront B. D'accord? Et maintenant, si je pars de l'autre côté, c'est-à-dire que je mets les hommes ici et les femmes ici, donc je vais lire dans ce sens-là, vous voyez, homme, femme. Je dis donc un homme D va se marier à une femme C et donc ses enfants seront A. Et réciproquement, enfin pas réciproquement, autrement, un homme B va se marier avec une femme A et ses enfants seront C. C'est bien matrilinéaire hein, parce que c'est la section de la femme qui indique l'endroit où on va mettre les enfants, la moitié correspondante. Alors maintenant, on va monter d'un cran, on va regarder ce que ça induit au niveau de la, si j'ose dire, de la parenté et des mariages. Alors, maintenant qu'on a compris un petit peu comment fonctionnaient les cousins croisés et les cousins parallèles, on va mettre en relation les critères de mariage que génère la société Carrera. Hein, on a étudié ceci en détail, avec les enfants qui sont sur le côté. Hein. Eh bien, on va se placer ici, moi, le petit enfant, je vais me placer ici à la place d'Ego, et je vais regarder avec qui je peux me marier selon les règles de la société Carrera. Alors pour ça, il faut que déjà je sache à quelle classe moi j'appartiens. Alors, je vais aller voir dans la filiation, hein, étant donné que mon père est A et ma mère est B, mon père est A et ma mère est B, moi je dois être D. Donc, la classe d'Ego doit être D comme celle de sa sœur. D'accord? Bon. Alors, on va passer de l'autre côté. Maintenant, pour la tante maternelle, qui est mariée donc avec A, c'est un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire j'ai un homme A marié avec une femme, et donc les enfants, c'est-à-dire les cousins parallèles, ils sont donc théoriquement D aussi, d'accord? Tandis que si je regarde les cousins croisés, B et A, alors B, A, je lis ici dans ce sens-là, les enfants sont C. Donc a priori, le cousin croisé et la cousine croisée sont C. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire au niveau des possibilités de mariage? Eh bien, au niveau des possibilités de mariage, parce qu'en général on se marie avec ses cousins, eh bien, les cousins, si je regarde les deux possibilités, moi, le petit bonhomme là, il ne peut pas se marier avec D, parce que
quand on est dans D, on doit se marier avec un C. Donc, il ne peut pas se marier avec sa cousine parallèle, mais il peut se marier, il doit se marier avec sa cousine croisée. En effet, si je regarde les deux mariages de cousins, voilà, il y en a un qui est interdit, hein, voilà, celui-là, tandis que l'autre est autorisé et même permis, quasiment conseillé. D'accord? Donc, chez les Carrera, c'est le mariage avec la cousine croisée. Hein? N'oubliez pas, dans ces sociétés, on choisit dans sa famille les alliances que l'on va passer. Hein, parce que ça s'appelle aussi des alliances. C'est-à-dire que les liens que l'on crée créent des alliances entre les groupes. Alors, je voudrais reprendre juste un point qui n'est pas très évident à voir a priori. Pour ça, je fais réapparaître donc les moitiés matrilinéaires, donc la moitié bleue ou la moitié des B et la moitié des A. D'accord? Mais on avait vu ensemble que ces flèches nous indiquaient que, par exemple, si je prends un homme A1 qui se marie avec une femme B1, ses enfants sont B2. Il y a donc un lien père-fils entre A1 et B2. Si maintenant je prends dans l'autre sens, j'ai un lien B1-A2, lien père-fils. D'accord? Et ce qui est le cas ici, par exemple. Si un homme est B1 et mère est 1, le fils est 1. Bon. Et si je prends en dessous, je vais avoir un homme, par exemple, si je prends un homme B2 et une femme A2, ses enfants sont A1. Il y a donc un lien ici en diagonale. On peut donc dire qu'il y a un échange qui se produit. Ici, par exemple, ici, il y a un échange entre patrilinéaires, c'est-à-dire que je lis les enfants comme étant les enfants de 1, et ici, je lis aussi, dans l'autre sens, en diagonale, les enfants de A2, ils sont B1. D'accord? Donc la patrilinéarité marche en diagonale. D'accord? Donc, vous voyez, en synthèse, j'ai au fond deux systèmes qui s'interceptent. Les systèmes de moitié, ici, les moitiés, disons, les moitiés A et les moitiés B sont matrilinéaires. Par contre, si je les prends en diagonale, hein, un 2 avec un 2 ici, eh bien, j'obtiens des moitiés patrilinéaires. Donc, très souvent, on a remarqué que le système à 4 sections est obtenu à partir de deux moitiés initiales qui sont recoupées par des moitiés aussi, mais perpendiculaires à la donnée de la première. D'accord? Donc il y a une partition matrilinéaire et orthogonalement, si j'ose dire perpendiculairement, une partition patrilinéaire. Alors, j'ai fait cette petite vidéo un petit peu sur ce qu'on appelle les sciences de l'homme et des sociétés, et en particulier sur ce qu'on appelle la parenté. Et ça là pour une idée simple qui résulte de mon étonnement le jour où j'ai appris pourquoi les anthropologues disaient notre système de parenté est celui des Esquimaux, entre parenthèses, maintenant on les appelle les Inuits. Ça m'a beaucoup étonné, et en parcourant les écrits et les conférences dont j'ai un petit peu essayé de comprendre les livres, j'ai découvert que malgré les différences de culture, de langage des humains de cette terre,
eh ben, on pouvait ranger tous les systèmes de parenté qui existaient en seulement une dizaine de types. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter un petit peu quelque chose qui résume d'une manière très lointaine le travail de tous ces hommes. Alors, dans un premier temps, on va essayer déjà d'élaborer un petit peu les prémices de notre travail. Voilà. Alors ce tableau-là, il va falloir essayer de le mémoriser. Alors, ce qui est difficile, c'est de s'abstraire du signifiant des symboles, hein, les codes, comme on dit. Alors, par exemple, ici, vous avez ce dont on va se servir pour désigner les arbres généalogiques. Alors, en réalité, on va les appeler les arbres géologiques, des parentés dans diverses sociétés. On va utiliser des symboles que l'on va connoter, hein, je dis bien connoter, c'est-à-dire mettre en commentaire, en quelque sorte, de leur transcription dans notre langage à nous. Enfin, plus exactement, ici, anglais, mais avec leur transcription en français. Par exemple, on va essayer de mettre sur chacun des êtres de l'arbre généalogique leur lien de parenté avec un personnage, qui va être moi, le locuteur, qui regarde son arbre généalogique. Alors ce locuteur, il va voir, par exemple, un frère, une sœur, le mari de son frère, le mari de sa sœur, l'épouse de sa sœur, et l'épouse d'Ego, le père, le mère, et ainsi de suite. D'accord? Et tout ça, ça va être représenté par des codes que j'ai appelés B, S, H, enfin que j'ai appelés, non, c'est pas moi qui l'ai appelé, mais ce sont les anthropologues qui les ont appelés B, S, H, W, qui sont les premières lettres des mêmes termes, mais en anglais. D'accord? Mais sachez vraiment que ce sont des symboles pour se repérer. D'accord? Déjà, un premier code, donc une lettre qui va désigner la position de tel individu dans la parenté. Si on continue un petit peu dans ce style-là, vous allez voir qu'on va encore plus symboliser les choses en utilisant des symboles géométriques. Par exemple, ici, on va désigner par un triangle un être humain de sexe masculin, qu'on appelle en français ou en inuit, si vous voulez, homme. Par un cercle, un petit cercle, un être humain de sexe femme. Voilà. Hein? Alors vous voyez, vous avez le symbolisme géométrique qui apparaît. Une fois qu'on a fait apparaître ce symbolisme géométrique, eh bien, on va essayer de voir comment représenter, par exemple, ici, on va représenter l'union d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire d'un être humain de sexe masculin et d'un être humain de sexe féminin. Hein, si je fais des périphrases pour éviter les connotations du vocabulaire français. Alors, une fois que on a parlé de cette union, eh bien, cette union dans l'arborescence biologique va produire des descendants. Hein. On va produire une descendance. Alors, la parenté descendance d'une union d'un homme et une femme, on dit aussi la filiation, hein, ça donne la représentation suivante. Vous avez donc l'homme de sexe masculin qui s'est uni avec l'être humain de sexe féminin, qui a donné naissance à deux êtres nouveaux, un de sexe masculin et un de sexe féminin. Un S, son, et des daughter. Mais tout ça, son et daughter, hein, toujours connotation.
là, j'ai représenté en gris égaux. C'est-à-dire que maintenant, le fait de placer égaux ici veut dire que je vais lire mon arborescence à partir de lui. C'est-à-dire que je vais lire cette arborescence de la manière suivante. Je suis égaux, j'ai une sœur et j'ai des parents, un père, une mère. D'accord? Voilà. Hein, c'est ça ce qui signifie le fait de lire les choses à partir de égaux. Maintenant, il n'y a pas uniquement que les parents, la parenté descendante, il y a ce qu'on appelle les parentés collatérales, c'est-à-dire que par rapport à égaux, hein, je vais me placer par rapport à égaux, qui a donc ses parents, que je vais appeler F et M pour pas connoter father, mother, hein, d'accord? Donc F et M, hein, l'homme et la femme. Eh bien, l'homme, qui est donc, je le redis, le F de égaux, il a un brother, un frère, et une sœur, hein, qu'on va représenter par, vous voyez, ces petits crochets au-dessus. Hein. C'est-à-dire que ici, vous avez une parenté collatérale, c'est-à-dire c'est des gens qui sont en parallèle les uns des autres, mais issus d'une même famille, d'un même père et d'une même mère, hein, pour dire. De l'autre côté, vous avez pareil, la mère, mother, qui a une sœur et un frère. Donc vous avez aussi une lignée qui est issue de parents qui sont des grands-pères et des grands-mères. Donc par rapport à égaux, vous avez ici ce que l'on peut appeler la tante, et ici ce que l'on peut appeler l'oncle. Alors ici du côté maternel, hein, puisque c'est du côté de la mère, ici du côté paternel, c'est toujours ici oncle et tante. D'accord? Donc vous avez cette notion-là qui apparaît, vous voyez, les collatéraux apparaissent comme ceci. Alors, on va passer de l'arbre de parenté biologique que je viens de vous présenter, c'est-à-dire les liens de sang, entre les dire, des gens, des personnes, ou l'arbre généalogique si vous préférez, mais c'est surtout l'arbre de parenté qu'il faut parenter parce que c'est indépendant de la langue. Eh bien, on va passer à l'arbre de la terminologie de la parenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans différentes langues, par exemple, l'hindou, l'africain du sud ou dans l'amazonien, je vous donne des noms comme ça, vous allez avoir des dénominations des parents biologiques différentes. C'est-à-dire, par exemple, on va continuer, on va voir que on va prendre un exemple d'arbre de parenté. Voilà, par exemple, ici, vue d'Ego. Hein. Ego a une épouse, SP. Hein. SP, ne me demandez pas ce que ça épouse, je ne sais pas trop la traduction. A une épouse qui est la fille d'un homme et d'une femme. Hein. SPF, le father épouse et le mother épouse. Ego lui-même est enfant de F et M, qui ont respectivement des sœurs, une sœur, ici, father-sister, hein, c'est-à-dire, on dirait chez nous, une tante, qui a un mari, d'accord? Donc, father, sister, husband. Donc, vous voyez que déjà, on a une règle d'écriture, le dernier désigne le lien avec le plus proche. C'est-à-dire qu'ici, vous avez H, qui est cet homme-là, concaténé avec FZ qui est cette femme-là. D'accord? Donc, on va avoir la même règle de l'autre côté, on va avoir MB qui est un homme, il va avoir une femme, donc on va faire MB wife. D'accord? W. D'accord? Donc, mother, brother, le frère de la mère, hein, ça se lit à l'envers un petit peu, hein. On dit le frère de la mère, hein, alors qu'on a écrit MB. Et MB wife, donc MBW, donc l'épouse du frère de la mère. D'accord?
Eh bien, voilà cette structure que l'on va porter en tant qu'arbre biologique dans un espace géographique que l'on a choisi un petit peu au hasard, où on va mettre l'arbre de terminologie correspondant. Alors, par exemple, ici, vous êtes dravidien, dans une tribu de l'Inde, une des tribus, hein, pas toutes. La langue n'est pas forcément la même selon les cas. Eh bien, vu d'Ego, voilà ce qu'Ego voit lorsqu'il regarde le même arbre biologique que l'on vient de décrire. Il a au-dessus de son épouse deux parents de celle-ci qui s'appellent Mamou et Ataï. Mais vous remarquez une chose incroyable, c'est que autant nous on a des noms différents, autant eux, si je regarde SPF, donc le père de son épouse, eh bien vous retrouvez Mamou ici, c'est-à-dire le mot de la langue dravidienne qui désigne M-brother, c'est-à-dire le frère de la mère. Et Ataï, c'est aussi la femme de cet homme. D'accord? Donc vous avez vu d'Ego une espèce de... on confond les noms de ces personnes-là. Et on va même plus loin. Si je regarde de l'autre côté, du côté du père, eh bien, Mamou désigne, on va commencer par Ataï. Ataï désigne la sœur du frère, donc même nom encore, et Mamou, le mari de la sœur du frère. D'accord? Et donc, vous avez aussi une espèce de contraction, de différence. Il y a, je dirais pas confusion, mais on ne change pas de nom quand on appelle SPF ou FZH. Et pareil de l'autre côté. On obtient donc quelque chose de différent un petit peu, par exemple, de notre langue, où on va pouvoir caractériser cette nomenclature, cette terminologie, par ce qu'on appelle une équation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une équation? Ça va nous permettre de représenter, d'un point de vue algébrique, d'un point de vue, comme on pourrait dire, d'un point de vue symbolique, très rapidement, les caractéristiques de cette langue. Vous voyez que ici, dans l'équation caractéristique, on a FZH égale MB égale SPF, c'est-à-dire que cette appellation-là et cette appellation-là et cette appellation-là sont les mêmes, d'accord? Et FZ égale MBW égale SPM. C'est-à-dire que ces deux équations caractérisent la langue et aussi la vision d'Ego de sa parenté, c'est-à-dire il confond sans aucun problème ces trois personnes sous un même nom. Et ça va être caractéristique de cette langue, mais on va pouvoir éventuellement utiliser cette équation pour voir si dans une autre langue, on obtient ce même style de relation. Donc vous voyez que ce genre d'équation permet de sauter au-delà de la terminologie vers les relations qui sont établies entre les personnes dans la parenté. D'accord ? Alors, je tenais quand même à signaler une exception à ce que j'ai dit sur les mariages avec les cousins. En effet, j'ai dit que souvent le mariage se faisait avec les cousins croisés. Mais il existe une exception à ça, c'est en Afrique du Nord, ce qu'on appelle peut-être le croissant fertile aussi, c'est ce qu'on appelle le mariage arabe. Alors qu'est-ce que c'est que le mariage arabe? Eh bien, le mariage arabe, comme on peut le voir ici, vous voyez, vous avez donc Ego
hein, qui va se marier, qui est un garçon. Bon, on translatera après pour les filles, mais donc un garçon qui va se marier avec effectivement ses cousins. Mais ici, chose exceptionnelle, le garçon en question passe par le cousin du côté paternel, c'est-à-dire il passe par le cousin, le frère du père, va lui donner sa fille. D'accord? Alors ça, c'est typique du mariage arabe, ça renforce en plus le lignage des frères. Hein, les frères sont très marqués par le fait que ils offrent leur fille au fils de leur frère, et réciproquement d'ailleurs. Parce qu'effectivement, si par exemple ici Ego était une fille, eh bien Ego irait se marier avec le fils du cousin du père. D'accord? Donc tout ça, c'est fait pour renforcer le lignage du père. Et ça existe. Donc, à cette exception près du mariage avec les cousins parallèles, du côté paternel, hein, bien sûr, eh bien, tous les autres, bon, en général, sont sur le mode du mariage croisé, c'est-à-dire avec changement de sexe. On va choisir, par exemple, ici, on choisira non pas le frère, mais la sœur du père, ou le frère du père, de la mère. Voilà.